Alors, on a dit ici que, comme ça, de cette façon-là, cette suite, elle est bornée. Je rappelle, c'est une suite numérique. C'est une suite numérique, c'est-à-dire on lui applique ce qu'on a fait dans le chapitre des suites numériques. Ce n'est pas une suite étrange, ce n'est pas une suite des fonctions. Jusque-là, on ne s'est rien appliqué sur les suites de fonctions. On n'a pas fait un chapitre qui s'appelle suite des fonctions. Bien sûr, vous allez le faire en deuxième année. Un chapitre intitulé suite de fonctions. Mais cette suite-là, c'est une suite numérique, réelle ou complexe. Une fois elle est bornée, Bolzano-Weierstrass, il nous donne immédiatement qu'il existe une sous-suite convergente. Donc alors, il existe une sous-suite, c'est-à-dire il y a une extraction qui va être sur ce n-là. Il y a une extraction. Bon, le phi, on l'a utilisé, donc on va extraire avec une autre lettre. Ici, on a fait le choix de la lettre, donc j'ai oublié la notation, on a fait le choix de la lettre θ. Donc voilà, il existe alors une sous-suite phi indice θn d'intégrale, donc qui converge, donc convergente, vers, soi-disant, je vais l'appeler L, donc A bien sûr. Donc ça c'est d'après Bolzano-Weierstrass, bien sûr. Après, une fois il existe une suite comme ça, et puis n'oublions pas que f moins phi indice θn, tout comme f moins phi n, ça tend vers 0. C'est-à-dire c'est une suite numérique. Et si tu appelles f moins phi n, tu l'appelles la suite an. An est égal à f moins phi n. Finalement, f moins phi θn, l'indexation sur n, ça va être le a indice θn. Donc finalement, ça c'est une sous-suite de f moins phi n. Et ça tend vers 0. Alors ça tend vers 0. Donc les phi θn, la suite des phi θn, elle-même approche f. C'est-à-dire c'est une suite de fonctions en escalier qui approche f, voilà, qui vérifie que le sup de f moins phi θn tend vers 0. Donc c'est une suite de fonctions en escalier qui approche f. Et on a dit dans le premier point de l'unicité que lorsqu'il y a deux suites qui approchent f et une suite intégrale qui converge vers elle, l'autre suite intégrale et intégrale des phi n convergent aussi vers elle. Ça, on l'a démontré. On l'a démontré tout à l'heure, on les a appelés phi n et psi n. Donc, tout à l'heure, on les a appelés phi n et psi n. Maintenant, ça s'appelle phi n et phi θn, mais c'est la même chose finalement. Donc, cette intégrale-là, elle va tendre alors, d'après le premier point, ce qu'on a fait dans le premier point, elle tend alors vers le même n. Donc, la suite phi θn approche f, d'après la partie unicité, c'est-à-dire ce qu'on a fait pour la partie unicité, on l'a fait pour phi n et psi n, on le fait maintenant pour phi n et phi θn, mais c'est la même chose. Donc ça va converger vers n, c'est-à-dire pour le redémontrer, on peut faire les mêmes lignes de calcul, c'est-à-dire on fait l'intégrale de phi n moins l, on intercale phi θn, etc., les mêmes calculs exactement, et là on trouve que ça converge vers l à la fin. Très bien, alors l'existence de la limite, donc l'intégrale phi n, elle converge bien, et l'existence de la limite est prouvée. Cette limite-là, qui est finalement la surface, est appelée donc intégrale de f. C'est l'intégrale d'une fonction contenue par morceau. Comme vous le voyez, c'est finalement la surface, où la surface même, elle est comptée d'une façon algébrique. La partie qui est au-dessous de l'axe des abscisses, elle est comptée avec des valeurs négatives. La partie de l'air qui se trouve au-dessous de l'axe des abscisses, elle va être comptabilisée négativement. C'est ce qui est écrit bien sûr dans l'interprétation, juste après le théorème. Et bien sûr, on va alors dégager des propriétés. Ces propriétés-là, finalement, ça se fait par passage à la limite. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si vous avez par exemple intégrale sur AB, donc de lambda f plus g. Ce sont des fonctions continues par morceaux. Et vous voulez montrer que c'est égal, donc lambda intégrale de f plus intégrale de g. Vous savez déjà que votre fonction f admet une suite qui l'approche, qui s'appelle phi n. Très bien. Et ça admet une autre suite qui l'approche, qui s'appelle psi n. Et leur intégrale ici, ce n'est autre que des sommes finies, des sommes finies de 0 à p par exemple.
Donc, bien sûr, c'est pas un n, hein, il n'y a pas un n dans la somme. Le n là, c'est pour indexer donc, la suite qui tend vers f. Et par passage à la limite, par linéarité au début, ça c'est égal à lambda intégrale phi n plus intégrale psi n. Parce que finalement, il s'agit ici de somme de rectangles, les surfaces de rectangles. Donc le passage à la limite, il va donner, on l'a dit, ça tend vers intégrale de f. Et ça tend vers intégrale de g. On l'a bien dit. Mais on peut montrer que cette fonction-là, elle approche bien la fonction lambda f plus g. Bien sûr, elle l'approche, donc parce que si vous faites la norme infinie de lambda, plutôt c'est sans parenthèse, hein, de lambda f plus g moins lambda phi n moins psi n, en norme infinie, on pourrait répartir ça comme ça, donc lambda f moins phi n plus, voilà, g moins psi n, en norme infinie. Et là, vous aurez que ça, c'est inférieur à lambda, valeur absolue. Hein. Donc, lambda f moins phi n, en norme infinie, plus g moins psi n. Et vous savez, dès le début, vous avez posé que psi n et phi n sont les fonctions en escalier qui approchent respectivement f et g. Donc, vous allez avoir celui-là qui est envers 0, celui-là qui est envers 0, et finalement, tout ça qui est envers 0. C'est-à-dire, cette suite-là, lambda phi n plus psi n, elle approche lambda f plus g. Donc finalement, par définition, cette intégrale-là, mais là, par définition, elle doit tendre vers intégrale sur AB de lambda f plus g. On a bien dit, si c'est une suite qui approche la fonction, alors l'intégrale de cette suite, l'intégrale de ces fonctions, c'est-à-dire la suite des intégrales de ces fonctions, va converger vers l'intégrale de cette fonction continue par morceau. Alors ça y est, l'égalité des limites, elle va donner lambda fois intégrale de f sur AB plus intégrale de g sur AB. Donc voilà, ça va donner cela, cette égalité. Toutes les autres propriétés sont obtenues par cette façon, par passage à la limite. C'est-à-dire n'importe quelle autre propriété, c'est un héritage, c'est-à-dire les propriétés des fonctions en escalier sont héritées par les fonctions continues par morceau. Les fonctions continues par morceau héritent les mêmes propriétés par passage à la limite. C'est un simple passage à la limite qui donne les propriétés. Donc, j'ai commencé par la propriété de linéarité. Et les autres propriétés aussi. Donc voilà, on a toutes les propriétés possibles pour les fonctions continues par morceau. C'est-à-dire, on a l'inégalité triangulaire, bien sûr, on a l'inégalité de la moyenne. J'ai une petite remarque qui n'existe pas ici sur l'inégalité de la moyenne. Je me souviens maintenant de cette remarque. Donc, la propriété, donc IV comme ça, la propriété 4, inégalité de la moyenne. Je vais la voir comme ça. Donc, par passage à la limite, tu obtiens la même inégalité de la moyenne qui a été énoncée dans le cas des fonctions en escalier, c'est-à-dire l'intégrale de f fois g inférieure le sup de g, le sup de module de g, hein, ou valeur absolue, fois l'intégrale sur AB de l'intégrale de module ou valeur absolue de f. La question que je pose ici, juste la question que je pose, donc, ou bien la remarque que je donne, est-ce qu'au lieu de ça, pourrait-on avoir par exemple intégrale de f fois g est inférieur à sup de module de g, et ici, module de l'intégrale de f. Donc, ici, la réponse est non. Donc je vous mets en garde de cette erreur. Donc, il y a le module à l'intérieur, ce n'est pas à l'extérieur. Un contre-exemple. Donc, un contre-exemple, si vous prenez par exemple la fonction f, donc je dirais... voilà, donc je dirais la fonction f, elle est comme ça. Donc la fonction f, donc la fonction f, elle est comme ça. Je la dessine. Voilà. Tout à fait symétrique, hein. Impair par exemple. Tout à fait symétrique. Et puis, je prends g est égal, par exemple, elle fait ça g, elle fait donc 1, ici 1, et ici moins 1, par exemple, hein, ouvert de l'un des côtés, hein, pour avoir une fonction bien définie. Voilà, et puis le produit, il va donner ça, le produit. Un truc positif. Hein. Le produit, il va donner ça. Et si vous calculez l'intégrale, vous trouvez tout ça. Hein.
C'est-à-dire, vous trouvez un truc positif. Ça, c'est f fois g. Si je dessine maintenant l'intégrale de f toute seule, c'est-à-dire si je calcule, disons ici, c'est l'intervalle moins 1, 1. Disons, donc là, et ici, c'est moins 1. C'est juste un exemple. Là. Donc ici, c'est moins 1. Et là, sur moins 1, 1, votre f, ça va valoir 0. Hein. C'est comptabilisé plus et moins. Tout à fait symétrique, impair, disons. Voilà, donc ça va donner 0. Donc finalement, vous aurez ici un 0 supérieur à un truc strictement positif. Vous le voyez. Donc là, je vous mets en garde de cette donc, fausse inégalité. Donc, l'inégalité de la moyenne, s'il vous plaît, il y a toujours le module ici à l'intérieur de l'intégrale, comme ça. Donc, vous aurez toujours votre module à l'intérieur de l'intégrale. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Très bien. Voilà. Aussi, donc, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, aussi, donc, il y a toutes les propriétés. Donc, la propriété de la nullité, tout à fait, si vous avez une fonction nulle, vous aurez une intégrale nulle. Donc la question est, si cette fonction-là n'est pas tout à fait nulle, donc elle est nulle comme ça, mais puis elle décide de ne pas être nulle dans ce point, elle est nulle ici, et puis elle décide de ne pas être nulle sur ce point, elle est nulle comme ça, et puis elle décide de ne pas être nulle, comme ça, et puis voilà, elle n'est pas nulle, jusqu'à la fin, voilà, donc de A à B. Cette fonction, elle est nulle, comme c'est écrit, elle est nulle, sauf peut-être en un nombre fini de points. C'est une fonction continue par morceaux, en escalier aussi. Hein. Et voilà, vous aurez alors que son intégrale est nulle, même si elle n'est pas tout à fait nulle, mais elle est nulle, sauf en un nombre fini de points. Très bien. Voilà, par égalité, si on le regarde pour f et g, si f est égal à g, sauf en un nombre fini de points, alors intégrale de f est égale à intégrale de g. On le regarde dans le graphe qui existe devant vous dans votre cours. Je pourrais redessiner un truc pareil. Donc, et là, je prends deux fonctions f et g, égales, mais pas tout à fait égales, disons, donc du genre, voilà, f, mais ici, il décide de prendre cette valeur. Et puis, g, il peut ici aussi prendre une autre valeur, c'est-à-dire un f, il y a des nœuds ici. J'ai fait ça par exemple, là. Donc voilà. Et puis, un g qui prend les mêmes valeurs. Et aussi, il vient ici, il décide de prendre cette valeur. Il continue comme ça. Il peut être continué ici, comme ça. Et puis, il vient ici, il prend une autre valeur. Voilà, il continue comme ça. Il peut ici aussi avoir un trou et avoir une autre valeur, etc. Il peut ici être ouvert et avoir une autre valeur. C'est-à-dire, c'est f et g qui sont égales, superposées, égales, sauf en un nombre fini de points. Ce f et g, vous voyez, ils ont la même intégrale. C'est-à-dire que cette intégrale-là, la surface assurée, elle n'est jamais influencée lorsque un point est absent. Mais lorsqu'on dessine l'intégrale, si on essaie de dessiner une surface, ça c'est une surface. Et comme on a dit, une surface, elle va être tissée fil après fil, fil après fil. Le fait d'enlever un point, ça ressemble à enlever un fil dans un tissu bien tissé. Et là, vous n'allez jamais le remarquer. Donc, quand est-ce que vous allez remarquer ça? Si vous enlevez donc, plus qu'un fil, c'est-à-dire pas un nombre fini. Mais si vous enlevez un nombre fini comme ça, donc, et vous n'allez jamais le remarquer, donc votre tissu, il reste toujours intact et vous ne remarquez pas l'absence de ce fil. Donc, un point, ça ressemble à un fil qu'on enlève d'un tissu. Un petit fil qu'on enlève d'un tissu très bien tissé. C'est un tissu avec un nombre infini de fils. Donc c'est très bien tissé ce tissu, alors un fil ne va pas manquer, c'est-à-dire on ne va pas remarquer que ce fil-là, il manque dans ce tissu. C'est une analogie, c'est-à-dire qu'en calculant un nombre fini de points, par-ci ou par-là, ne va pas influencer la valeur de l'intégrale qui est en effet la valeur de la surface. La surface n'est pas influencée. Donc voilà, f égale à g, sauf en un nombre fini de points, donne directement qu'intégrale de f est égale à intégrale de g.
Donc la réciproque maintenant, la réciproque elle dit, bon, la réciproque c'est-à-dire on a envie de dire que si intégrale de f est nulle, alors f est nul. On a envie de dire ça. C'est ça la réciproque. Parce que le premier sens, on a dit f est nul implique intégrale de f est nul. C'est ce qu'on a dit dans le premier sens. Ou f égale g implique intégrale de f égale intégrale de g. On a envie maintenant de dire intégrale de f égale intégrale de g, alors f égale g. C'est pas toujours vrai malheureusement, parce que tu peux avoir ça. C'est-à-dire, tu n'as pas toujours que f est nul. Le même cas des fonctions impaires, si tu veux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les surfaces qui se récompensent, qui se compensent, et puis, donc, tu as la valeur nulle sans vraiment, donc la valeur de l'intégrale est nulle, sans vraiment avoir la nullité de la fonction. Très bien, et c'est détaillé aussi donc, dans un exemple, une fonction qui présente une symétrie, voilà, donc l'intégrale est nulle, mais f n'est pas nulle. Donc c'est détaillé dans la page 14 par une figure comme celle-là. Donc voilà, c'est quoi la condition qu'on ajoute? Lorsque votre fonction est à valeur réelle, donc votre fonction, elle va de AB dans R, elle est continue par morceau. Donc lorsque votre fonction est à valeur réelle, on ajoute que f possède donc admet un signe constant. Et là, si votre fonction f admet un signe constant, vous pouvez compter sur ça pour dire oui, si intégrale de f est nulle, alors f sera nul, sauf peut-être en un nombre fini de points. On garde toujours cela parce que finalement elle sera nulle, mais sauf peut-être en un nombre fini de points qui n'influence jamais la valeur de son intégrale. Très bien. Voilà. Maintenant, le cas des fonctions continues. On va alors on va alors voir pour les fonctions dans le cas continu, donc la propriété comme ça, la propriété V de I, c'est-à-dire la propriété 7. Donc, qu'est-ce que ça va ajouter la continuité? Avec les mêmes hypothèses. Ici, on a dit qui garde un signe constant, continue par morceau, qui garde un signe constant. On a dit alors intégrale de f est nul implique f est nul sauf peut-être en un nombre fini de points. Fini de points. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça va changer le mot continu au lieu de continu par morceau? Donc, f de AB dans R, on dit soit f de AB dans R continu, qui garde un signe constant, toujours, donc les mêmes hypothèses, sauf, il y a aussi, en plus de la continue par morceau, il y a la continuité, carrément. Donc, elle est continue à valeur réelle, garde un signe constant, l'intégrale de f égale 0 sur AB implique directement que f est nul, c'est-à-dire sans avoir recours au mot sauf peut-être en un nombre fini de points. Parce que tout simplement, vous le voyez, dans une fonction continue, on n'a pas le droit d'avoir des points qui échappent à la courbe. Donc voilà, vous aurez votre intégrale est nulle avec un signe constant, toujours, c'est ça l'importance de l'hypothèse de signe constant. Sans avoir un signe constant, elle peut être nulle, l'intégrale peut être nulle sans que la fonction ne soit nulle. Donc très bien, mais ici vous aurez directement. Et bien sûr, l'autre sens est évident, hein. Si f est nul, directement l'intégrale est nulle. Mais surtout, intégrale de f est nulle, alors f est nul. Ça c'est le cas continu. Directement, intégrale nulle, f est nul, c'est dans le cas où elle garde un signe constant. C'est-à-dire négatif ou positif. En particulier, dans les cas pratiques, c'est-à-dire lorsque vous avez une fonction continue, même à valeur complexe, si vous trouvez que l'intégrale de son module est nulle, mais là son module c'est une fonction positive, à valeur réelle, elle est positive, elle garde un signe constant, alors son module sera nul. Mais son module sera nul, c'est-à-dire qu'elle sera nulle. Donc là, c'est un passage directement comme ça. Et puis le retour est évident, hein. F est nul, il vous fait directement revenir vers intégrale du module est nul. Donc très bien, ça c'est très pratique. Pourquoi? Donc on pratique parfois pour montrer qu'une fonction est nulle, on cherche à calculer l'intégrale de son module. Vous le voyez, hein. Pour montrer qu'elle est nulle, on cherche à calculer et trouver qu'elle est nulle. On cherche à montrer que l'intégrale de son module est nulle, ou de sa valeur absolue, hein. Tout dépend si elle est réelle ou complexe.
Donc on cherche à calculer l'intégrale de son module. Très bien. Il y a encore la propriété des signes, ce qu'on appelle la positivité, bien sûr positivité ou bien négativité, c'est-à-dire ça s'applique, c'est la règle de signes avec les intégrales. Très bien. Donc, vous avez, bien sûr, vous avez que si votre fonction est positive, l'intégrale sur AB sera positive, sur le segment AB. Bien sûr, vous remarquez, jusque-là, on intègre sur un segment. Ce n'est pas l'intégrale que vous connaissez, l'intégrale avec des bornes. Et là, ici, vous allez parler de l'ordre des bornes. On va venir à ce point-là. Donc, on va venir après. Comme on a dit, jusque-là, on fait semblant comme si on ne connaît rien sur les intégrales. C'est pour bien assimiler la définition des intégrales. Mais après, on va bien sûr utiliser ce que vous connaissez déjà, bien sûr. Les connaissances que vous avez déjà, on ne va pas les jeter, vous allez les utiliser. Mais juste pour le moment, on fait semblant comme si on ne connaît rien sur l'intégrale. Donc pour le moment, on intègre sur un segment A est inférieur à B. J'intègre sur un segment, donc les intégrales se font comme ça, de la gauche vers la droite. Voilà. Donc très bien. F est positive, intégrale de F sera positive. Ah, positive toujours? Non, positif, sauf peut-être en un nombre fini. Parce que même s'il y a un nombre fini de points là où la fonction est négative, ça ne va pas influencer, donc ça va pas influencer la valeur de son intégrale. Un nombre fini de points. Même s'il y a des points où f est négatif, donc ça n'influence en rien. Donc vous le voyez, si votre f est continu par morceau, f est positif donnera toujours que l'intégrale de f est positive. Bien sûr ici, bon c'est pas écrit dans le cours, mais c'est une remarque évidente, bien sûr ici vous voyez que si l'intégrale est positive, ça ne veut jamais dire que f est positive, parce que l'intégrale peut être positive comme ça. Donc voilà. Et l'intégrale est positive parce que la partie positive, elle est plus importante que la partie négative, c'est ça. Donc intégrale positive, la réciproque est fausse. Donc intégrale positive ne voudra en aucun cas dire que la fonction est positive. Voilà. Donc très bien. Sauf si on nous informe que f garde un signe constant avec une intégrale positive, donc f sera positif. Donc là, c'est sûr. Donc, très bien. Donc ça entraîne directement à dire que si f est supérieur à g, parce que vous considérez f moins g, c'est positif. Donc ça implique que l'intégrale de f est supérieure à l'intégrale de g. Toujours, je dis, on intègre sur un segment AB, il est bien dans l'ordre le segment, et là, f supérieur à g, l'intégrale de f supérieure à l'intégrale de g. Bien sûr, ici on dit pas toujours. On permet à que ça soit pas vrai en un nombre fini de points. Ça peut ne pas être vrai en un nombre fini de points. Peut-être en un nombre fini de points. Très bien. Peut-être en un nombre fini de points. Comment? Donc, un petit dessin. Vous pouvez avoir une fonction comme ça. Ici, elle prend cette valeur. Ici, elle prend cette valeur. Comme ça. Et puis une autre. Donc. Et puis une autre. Mais ici, elle décide d'être plus grande que f, vous le voyez. Et puis, ici, elle fait ça, mais ici, elle décide d'être plus grande que f. Très bien. C'est-à-dire, on n'a pas que, si celle-là c'est g, et ça c'est f, donc g et f, on n'a pas toujours f supérieur à g. Il y a des points là où c'est pas vrai. En ce point-là, f est inférieur. En ce point-là, g, c'est-à-dire, voilà, f est inférieur encore. En ce point-là, f est inférieur. Donc vous le voyez, c'est-à-dire il y a des points là où c'est pas vérifié. C'est pas vérifié le f supérieur à g. Et pourtant, la surface, donc la surface que j'assure en bleu, est plus importante que cette surface qui est l'intégrale de g. Donc la surface intégrale de f est plus importante que l'intégrale de g. Donc c'est l'importance du mot, sauf peut-être un nombre fini de points dans le cas continu par morceau. C'est-à-dire on permet à ces points-là de faire ce qu'ils veulent. C'est un nombre fini de points finalement qui présente généralement les nœuds, c'est-à-dire les points de la subdivision, donc les points qui séparent les morceaux, là où notre fonction est continue. Et très bien, donc ces points-là n'influencent en aucun cas les valeurs des intégrales. Très bien. Donc, la stricte positivité maintenant, si votre fonction est stricte positive, pour la positivité, on pourrait regarder aussi la stricte positivité. Donc, si votre fonction est stricte positive, sauf
toujours on a un nombre fini de points, toujours on a bien dit, le nombre fini de points, il n'influence en rien notre fonction, mais ça implique que notre intégrale est strict positive. Bien sûr, si on suppose que notre intégrale est nulle, sachant que notre fonction est strict positive, c'est-à-dire qu'elle garde un signe constant, mais là c'est pas vrai parce qu'elle doit être nulle, sauf peut-être en un nombre fini de points. Donc voilà, donc strict positif va donner strict positif lui-même. Très bien. Donc voilà. Donc très bien, il y a les preuves. Donc là, j'ai parlé en gros des propriétés. Il y a, bon, les preuves, on a dit on les obtient par passage à la limite, mais surtout la preuve de pourquoi lorsqu'elle est continue, elle va être exactement nulle, la fonction, partout. Donc ici, on a donné une preuve détaillée. Donc une preuve détaillée. Par la propriété, donc vous voyez que pour les preuve de la propriété 7, vous voyez que d'après la propriété 6, f sera nul sauf un nombre fini, c'est-à-dire intégrale nulle avec f garde un signe constant, par exemple f positive. Je dis par exemple, f positive avec f positive implique f est nul, sauf on a un nombre fini de points. On a un nombre fini de points. Ok, ça donnera quoi ça? Mais f est continu. On a dit les points qui n'ont pas le droit d'échapper. C'est-à-dire, on va dire que, on va supposer qu'elle n'est pas nulle. C'est-à-dire qu'il y a un point. Donc jusque-là, elle est nulle, sauf peut-être. Donc on va supposer qu'il y a un point là où elle n'est pas nulle. Donc on suppose que il existe x0, on est dans AB, tel que f de x0 non nul, on a supposé que f est positive. Par exemple, strict positif, c'est-à-dire n'est pas nul. Et on a dit que f garde un signe constant. Par exemple, il sera strict positif. Donc f de x0 strict positif, on sait que sur un voisinage, on pourrait voir un voisinage de x0 et faire les limites à gauche et à droite. Vous savez, vous avez la continuité, vous pouvez utiliser alors le fait que la limite est nulle. Vous savez que, on sait que il existe x0 moins r x0, un voisinage gauche par exemple, tel que f de x est égal à 0, quel que soit x dans ce voisinage, appartenant à ça. Pourquoi il existe un tel voisinage? Parce qu'on a dit nul sauf peut-être en un nombre fini. C'est-à-dire les points où elle n'est pas nulle, c'est un nombre fini. Donc un nombre fini, c'est-à-dire qu'il y a un intervalle qui pourrait éviter ce nombre fini. On pourrait éviter ce nombre fini de points. Donc on a dit qu'elle est nulle, sauf en un nombre fini. C'est-à-dire, ça c'est x0, donc il y aura un voisinage gauche et un voisinage droite, là où notre fonction est exactement nulle, parce qu'on a dit elle est nulle, sauf peut-être en un nombre fini de points. Donc très bien. Alors elle est nulle, sauf, c'est-à-dire on a supposé qu'il y a un point là où elle n'est pas nulle, mais à gauche et à droite, il va exister des voisinages à gauche et à droite tels que ma fonction est nulle. Et là, si je passe x tend vers x0 moins, je trouve 0, puisqu'elle est nulle. De même, il existe un voisinage droite, là où la fonction est exactement nulle. Donc de même, et je fais la limite, parce que ça c'est égal 0 lorsque x tend vers x0 plus, et c'est égal à 0. Donc finalement, par continuité, ce 0-là, ça doit être le point fx0. Or, f est continu en x0, c'est-à-dire qu'elle est continue sur tout AB, implique que fx0, il est obligé d'être égal à 0. Il est obligé d'être égal à la limite. Très bien, et c'est ce qui fait que c'est absurde, il n'y a aucun point là où f peut ne pas être nul. C'est la continuité qui a fait ça. Très bien. Donc, une dernière remarque sur ces intégrales-là, pour finir avec les intégrales des fonctions donc continues par morceaux. Une dernière remarque, c'est à propos des fonctions prolongeables par continuité. Vous voyez, donc, une fonction comme ça, un morceau continu, comme ça, qu'on pourrait prolonger par continuité, fera quoi? Fera une fonction
continue par morceaux. Parce que finalement, ça pourrait avoir ces valeurs-là. Mais finalement, donc si on le prolonge, ça va être une fonction continue carrément. Et là, si on a une fonction définie et continue sur un ouvert AB, avec limite finie aux bornes, c'est-à-dire qui pourra être prolongée sur AB fermé, on pourra alors parler de l'intégrale sur AB, et on écrit le fermé, hein, de f. Et si on appelle f tilde son prolongement, ça va être exactement égal à l'intégrale de f tilde. C'est le cas par exemple de la fonction sinus x sur x. Je pourrais dire par exemple 0,1, intégrale sur 0,1 de sinus x sur x dx. Donc jamais je me dirais pourquoi j'écris 0 ici et cette fonction n'a pas le droit d'être écrite ici. Mais j'ai le droit d'écrire ça du moment où sinus x sur x admet une limite finie à droite de 0. Donc bien sûr, je ne vais pas la calculer. Ce n'est pas du calcul que je parle, c'est de la légitimité, de la bonne définition de l'intégrale. Donc du moment où sinus x sur x tend vers 1, on a le droit de parler de cette intégrale. Donc finalement, tu pourras prendre la fonction sinus x sur x est prolongée par 1 lorsque x égale à 0, lorsque x est non nul, et l'appeler f tilde de x, ça sera le prolongement par continuité. Et tu pourras même prendre une autre fonction qui a une autre valeur ici. Ça ne va pas être une fonction continue, mais ça va être une fonction continue par morceau. Donc finalement, vous aurez le droit de parler de l'intégrale sur 0,1. Donc on a le droit de parler de l'intégrale sur 0,1 de la fonction sinus x sur x, ou de la fonction sinus x sur x, même prolongée avec la valeur 10 000 ici. Donc ça, c'est la dernière remarque. Donc si vous voyez une intégrale comme celle-là, donc vous ne soyez pas donc étonné, c'est juste pour le fait qu'elle est prolongeable par continuité. Donc ça entre dans le cas des fonctions qui pourront être continues ou continues par morceau, même par prolongement. Donc c'est ça la remarque. Très bien, et donc c'est fini cette partie du cours, la partie 1 du cours.